d'entre eux, vous le savez, ne sont pas forcément, on va dire, des professionnels, en tout cas, ce n'est pas leur activité principale, donc c'est pas toujours facile pour un propriétaire forestier d'arriver à se retrouver dans le maquis des organismes et puis des démarches administratives, etc. Donc on a besoin de formation aussi importante. Voilà, je ne sais pas s'il faut développer plus. On pourra peut-être y revenir, mais c'est vrai que je retiens dans ce que tu as dit, là, ce mot de qualification de la ressource. Ça me semble extrêmement important. On a beaucoup entendu parler de chiffres, de volume, de tonnes, etc. Et cette qualification, ça veut dire quoi finalement? C'est qu'il faut savoir donner de la valeur aux choses, et non pas vendre du bois pour ce qu'il est, mais de vendre la valeur du bois, vendre la valeur du bois. Alors moi, je vais me tourner justement vers Philippe, parce que lorsque, toujours, Xavier Martin citait tout à l'heure que les échanges mondiaux avaient augmenté par 2, tu me soufflais dans l'oreille, mais pas le revenu du propriétaire. Donc moi je rebondis, Philippe, indirectement. Alors, quel peut être le rôle justement de l'animation de terrain dont on a beaucoup parlé dans la mobilisation de ces bois dans ce massif Dordogne que tu connais si bien? Merci Roland. D'abord, je rappelle qu'il y a 2 aéroports en Dordogne, donc c'est il est venu. Alors, en Dordogne, on a saisi, comme l'ont pu faire d'autres régions, un dispositif législatif qui s'appelle le Plan pluriannuel régional de développement forestier, PPRDF, qui nous a permis, au moyen d'un dispositif financier original, et avec, j'aurais dû commencer par ça, le soutien de la DRAF, puisque le DRAF nous a démontré très rapidement l'intérêt de la démarche, la DRAF nous a accompagnés. On a recruté donc des techniciens, alors bon, c'est très original, tout le monde sait recruter des techniciens si on a les moyens, mais là on a voulu être un petit peu plus ambitieux et au lieu d'en faire des gens pour uniquement récolter du bois, ce que ça veut très bien faire à l'Alliance, le CPV ou d'autres, on a préféré cibler sur des endroits très précis et puis donner comme lettre de mission à ces jeunes, parce que ce sont des jeunes, des garçons, des filles, d'aller voir les propriétaires et de ces propriétaires en faire des sylviculteurs. C'est-à-dire que plutôt que d'aller leur faire prospecter du bois, parce que c'est ce qu'on pourrait attendre d'eux, on a dit non, on va travailler sur le fond, on va aller chez vous, on va faire un diagnostic, si vous souhaitez, bien sûr, parce que le propriétaire est libre, on va faire un diagnostic de votre propriété, on va vous amener vers de la gestion durable avec mise en place, si c'est nécessaire, de documents de gestion qui n'auraient pas été faits, parce que certains n'en ont pas fait leur conseil de gestion, et à partir de là, petit à petit, les propriétaires ont pris conscience de la gestion et de l'intérêt de la gestion et se sont pris au jeu. Mais tout ça, ça a pu se faire uniquement, et je crois qu'on aurait dû commencer par ça, parce qu'il y avait des marchés. Et quand je dis des marchés, c'est parfois des marchés très lointains, à l'étranger, qui permettaient de sortir un peu toutes sortes de bois, sachant que le bois plus étant plutôt du bois énergie, ça allait sur des réseaux, sur des circuits un peu plus courts. Donc, comme il y avait le marché, on a eu des exploitants forestiers, des scieurs, qui ont dit, nous, votre démarche aussi qui vous intéresse, on va même vous aider, c'est ce qu'on a fait, puisque notre dispositif c'est plein de vagues, à la deuxième vague, l'interprofession des scieurs qui sont joués en dispositif, pour dire, nous, on manque de bois, donc votre approche nous intéresse, parce qu'à court terme, bon, ça va peut-être pas être très intéressant, mais à moyen terme et à long terme, on va faire une gestion durable, non pas de la forêt, mais aussi du propriétaire, et à terme, c'est un investissement qui peut être rentable. Alors, je ne vous cache pas que ça n'a pas été très simple, là, on a impliqué là-dedans les collectivités territoriales, les communautés de communes, alors moi j'ai dû faire 6 communautés de communes, où j'ai parfois serré les dents, parce que en plus on a des techniciens qui ont trouvé leur mari en Dordogne, donc c'est formidable, ils s'y sont restés. Donc voilà, on souhaite que ces dispositifs perdurent et c'est une réponse un petit peu au débat d'aujourd'hui, aux questions posées sur ce mois supplémentaire, mais je pense que l'incontournable est ce dispositif, on n'est pas plus fort que les autres, mais il a marché uniquement parce qu'il y avait de la demande de bois. Et en période, j'allais dire à tort, comme on a pu le connaître après les tempêtes qui ont traversé notre région, le succès n'aurait peut-être pas été. Propriétaires forestiers. Alors d'abord, pour vous donner un exemple, nous on s'appelle le syndicat des sylviculteurs des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces 4 monts, les 2 seuls que connaissent la majorité des gens, c'est Pyrénées-Atlantiques. Sylviculteurs, ils ne connaissent pas. Et syndicats, ils ne veulent pas en entendre parler parce que tout simplement, ils ne veulent pas se faire imposer des prix du bois ou ils ne veulent pas se faire imposer quand ils doivent vendre. À tel point qu'on va changer de nom cette année. Et dans notre nom n'apparaîtra ni
le mot sylviculteur, ni le mot syndicat, pour essayer justement d'essayer de faire en sorte que les gens viennent vers nous et ne nous considèrent pas avec un certain refus d'emblée, sans même comprendre qui on est. Il faut dire aussi qu'on a quand même, la semaine dernière, en début de semaine, on organisait une réunion à Pau sur quel est le devenir de nos arts dans le cadre du changement climatique, et mon épouse est venue assister à la fin de cette réunion, et à la fin, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit mais j'ai rien compris. Et elle n'avait rien compris parce qu'on parlait d'ETF, on parlait d'ADEME, on parlait de SSPA, de CRPF. On a un langage qui est complètement abscon. Ce qu'on a fait, c'est que pour essayer de mettre en confiance, on a fait un contrat type. Alors ce contrat a été fait avec Languedoc-Roussillon, Sylvicoine, et on a un contrat qui est un contrat didactique, qui fait 4 pages, plus 4 pages d'explication, dans lequel le propriétaire peut suivre ce contrat, aller un peu plus dans le détail, poser les bonnes questions, et donc lui permettre de comprendre un peu mieux ce qu'on va lui faire dans sa forêt. Et donc, alors ce contrat, après, la mise en application est assez difficile parce que quand vous rencontrez un ETF qui vient vous voir, ils vous disent bah, attends, moi j'ai mon contrat type, je ne vais pas changer mon contrat type pour toi. Et alors, moi j'ai eu de l'expérience personnellement, et donc, bon, la coopérative, et donc ils acceptent d'avoir ce contrat type en conditions particulières de leur contrat type. Moi je comprends très bien que la coopérative ou que l'ETF ont leur propre contrat et qu'ils ne sont pas prêts à revoir leur contrat à chaque fois qu'ils ont un client, mais on peut au moins joindre ce contrat type dans des conditions particulières à leur contrat, ce qui fait que ça met les gens plus en confiance. Et dernière chose, c'est qu'on a fait une charte d'éthique et de bonne conduite qui serait signée entre l'ETF ou la coopérative et le syndicat des sylviculteurs. Cette charte d'éthique a été approuvée par PEFC, et donc on la joint aussi au contrat. Donc voilà un des exemples concrets pour mettre en confiance le propriétaire de bois pour qu'il vende. Très bien. Merci pour tous ces exemples. Je continue avec toi, Hervé, parce que pour rebondir, donc, tu disais que bon, finalement la palombe avait plus d'importance que la ville de bois. Et donc finalement, il m'a semblé, vu le contexte social en Pyrénées-Atlantiques, peut-être une perte historique, de connaissance de la forêt, cette forêt qui était pourtant paysanne, qui était utilisée par tous. Cette perte, qui me ferait dire, comme je le disais tout à l'heure, que l'idée fixe était peut-être PRD finalement, plutôt que flottant. Toi, tu en as une idée fixe, et qui me semble excellente, c'est l'Observatoire de la ressource. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et comment? Alors, on peut aussi bloquer le port d'Aquitaine. Oui. Ça a été fait. Ou bloquer, par M. Larrey, la voie ferrée à la Bohème. Ça s'est fait. Donc, la mobilisation, elle est par des colloques, bien sûr, comme aujourd'hui, par beaucoup plus d'informations. Et moi, je vais citer un exemple qui n'est pas vieux. Il y a quelques semaines, j'étais dans le cadre forestier en Suède, où j'ai visité une très grosse coopérative, et quand le jeune ingénieur nous a présenté l'organigramme de la coopérative, alors, dans toutes les organisations, en Suède, il y a le chef, il y a des sous-chefs, il n'y a pas de petit chef. Par contre, la communication est au même niveau que la direction des ressources humaines. Et je crois qu'on a beaucoup à s'inspirer de ça, pas forcément dans la coopération forestière, mais partout ailleurs. Il va falloir qu'on communique beaucoup plus. Profitons de cette vague, j'allais dire, assez consensuelle au niveau national, tant des Alsaciens-Lorrains, des Bretons, même les Corses. Les Corses sont aussi attachés à la forêt, pour pouvoir donc donner exprimer une grande cohésion et une grande communication pour faire passer ces messages, et en disant que cette forêt, je crois que les chiffres qui ont été donnés par Xavier Martin sont éloquents. On ne détruit pas la forêt, on a une possibilité de la valoriser sans la détruire, bien sûr en n'oubliant pas tout ce qui va avec, quand on parle des fonctionnalités de
de la forêt, c'est en ne négligeant pas et en faisant passer après quand même la production de bois, toutes les aménités. Et je crois qu'on a tous les outils aujourd'hui, à condition d'être cohérent au niveau national, et on sait le faire, pour faire passer le message qui va bien. Et à un moment donné, les syndicats sont là pour ça, quand il faut, peut-être pas montrer les dents, mais être un peu plus ferme, on le saura. Moi, on a la chance en Aquitaine, ou c'est en Dordogne, d'avoir des services de l'État, peut-être région, le préfet de Dordogne est extrêmement attentif, et on se servira aussi de ces outils et de ces gens pour se faire entendre. Très bien, merci Philippe. Emmanuel, votre question? Oui, donc la mobilisation, je l'illustrerai par deux exemples d'actions. Une première, parce que je n'ai pas pu en parler tout à l'heure, je pense que c'est important, c'est des actions de regroupement qui sont menées avec leur partenariat avec le CRPF. Donc il y a eu, après la première tempête de 99, un regroupement organisé dans Nord-Gironde et en Médoc, qui ont permis de mobiliser 10 000 hectares à peu près, de restructurer 10 000 hectares. Et depuis 3 ans, il y a eu une opération du même type en partenariat avec le Conseil général des Landes, dans les Landes, donc sur 21 cantons. Un regroupement pour les propriétaires qui ont été laissés un peu de côté, on va dire, qui n'ont pas réagi aux aides de tempête. Donc ces cantons, il y a eu un travail d'animation qui a été fait par Aurélien Février et Louise Fournier. C'est un gros travail de fourmi. Il y a 21 cantons qui ont été animés. La cible, c'était les propriétaires de 1 à 10 hectares, voire 1 hectare, on arrivait à chercher des solutions quand ils étaient en dessous d'1 hectare. Et puis aujourd'hui, je crois que la cible a été élargie à 10 à 25 hectares. C'est un travail qui consiste à essayer de contacter ces personnes, c'est pas forcément facile, c'est des réunions communales, c'est des courriers, des relances, des re-relances, je crois que ça a même fini par du porte-à-porte. Et bon, ça peut sembler un peu exagéré, superflu, mais finalement on s'aperçoit quand on analyse les réponses des propriétaires forestiers que certains, et un bon nombre, finissent par déclencher avant le déclic au bout du 3e, 4e, 5e contact. Donc c'est pas un travail inutile, même si c'est un travail de longue haleine, puisqu'il y a eu au final 1700 propriétaires qui ont été contactés, qui sont partis après avoir un diagnostic qui a été fait par le CRPF et un projet itinéraire, sont partis vers une solution de regroupement avec différents opérateurs, parce qu'il y a plusieurs solutions qui sont proposées aux propriétaires forestiers, soit une ASL avec les ETF ou avec les propriétaires forestiers indépendants accompagnés par le CRPF, soit par une OGEC avec les coopératives, soit par le GFAR avec la Caisse des dépôts. Donc aujourd'hui, on a tiré un premier bilan de cette opération. Il y a 6460 hectares de nettoyage qui ont été faits. Il faut noter que 66% de ces dossiers ont été faits par une OGEC, c'est-à-dire par la coopérative. Il y a eu 4594 hectares de reconstitution qui ont été faits. Et là aussi, avec 80% par les OGEC. Donc ça montre d'une part la place de la coopérative sans le savoir et son dynamisme, mais ça reste un système qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités pour les propriétaires. Donc voilà un exemple de mobilisation qui me semble intéressant. Et puis le deuxième point, c'est pour là on parlait un petit peu des sylviculteurs qui ne sont pas forcément dans le réseau productif, etc. Le deuxième point, c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est à la dernière réunion du CETEF des Landes de Gascogne, on a fait un travail sur les premières éclaircies, sur le déclenchement des premières éclaircies. Donc Lucie Rupi, qui était stagiaire, a fait une étude à partir de premières éclaircies chez les propriétaires qui ont décidé du déclenchement de leur éclaircie de façon libre. Et on s'est aperçu que les seuils de déclenchement dans la date des peuplements, dans le diamètre des arbres sont extrêmement variables et que les taux de prélèvement sont également extrêmement variables. C'est-à-dire qu'on a des premières éclaircies qui sont déclenchées à 10 ans, entre 10 et 20 ans, dans des diamètres qui vont de 30 à 45 cm et avec des taux de prélèvement qui vont de 15 à 50%. Donc c'est des variations quand même énormes, mais moi ça me donne à réfléchir et je pense qu'on a encore du travail à faire en matière de développement et de vulgarisation, parce que derrière, si on fait des calculs économiques, on s'aperçoit que la valorisation pour le propriétaire forestier n'est absolument pas la même. Et à long terme, pour l'ensemble de la filière, le potentiel de production derrière n'est pas du tout le même non plus. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel, à mon avis, en matière de développement, on est appelé à travailler. Et c'est une des manières de maintenir un potentiel de production du massif et de répondre à la demande. Dernier point, je reviens toujours à ça, c'est les marchés. Produire, c'est bien, mais il faut qu'on ait des marchés en face. Il faut qu'on ait des industriels qui soient capables de valoriser les bois.
pour qu'on ait une rémunération des investissements qui soit satisfaisante. Merci. Après, le terminer. Alors, nous, au niveau du syndicat, on s'est associé l'année dernière avec l'association pour l'éducation à l'environnement écossais. C'est une association verte qui est très bien. Parce qu'on veut communiquer sur un mot d'ordre du type j'entretiens ma forêt, donc je coupe mon arbre. Et donc ils sont tout à fait d'accord et ça nous aide pas mal au niveau communication d'avoir avec le syndicat une association verte. Dans les actions, c'est communication. Je pense qu'on ne communique pas à la hauteur des enjeux. On a 55 000 propriétaires et on se contente de faire des lettres à 300, 500 adhérents. Ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il faut vraiment communiquer à la hauteur de 55 000 propriétaires, c'est-à-dire par la télévision, par la presse. Ça, on sait pas encore faire, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Formation des gens, et donc là, Ecocène va nous aider là-dessus. Persuasion des gens donc comprendre les différents ressorts, regroupement avec ce que fait le CRPF, relation étroite avec l'interprofession, et puis in fine, si ça ne marche pas, on utilisera la méthode du CDPAC avant que des technocrates nous imposent des mesures fiscales. CDPAC, c'est quoi? Coup de pied au cul. Hein? Répétez. Répétez, répétez. Coup de pied au cul. Merci à tous les trois, je crois qu'on peut les applaudir.